I speak to you today with feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen... Le palais de Buckingham avait déjà connu des scandales, mais jamais de tels. La famille royale fut sous le choc lorsque la princesse Béatrice, habituellement l'un des membres les plus discrets de la famille Windsor, fit irruption sous les projecteurs avec des révélations qui ébranlèrent la monarchie en son sein. Lors d'une diffusion non autorisée, elle révéla un prétendu pacte entre la reine Camilla et le prince Andrew, une affirmation qui fit l'effet d'un coup de tonnerre au sein de cette institution séculaire. Ce qui stupéfia encore plus les observateurs, c'est qu'il ne s'agissait pas de rumeurs extérieures, mais de rumeurs internes à la famille. Pour le roi Charles, le moment était particulièrement mal choisi. Alors qu'il était encore en pleine période de consolidation de son règne après la mort de la reine Élisabeth II, son autorité et son jugement furent soudainement attaqués. Non pas par des manifestants dans la rue, ni par des politiciens de Westminster, mais par sa propre nièce. L'image de la monarchie déjà fragile à une époque dominée par les réseaux sociaux et les exigences de responsabilité fut soudainement engloutie par ce que les historiens royaux surnommèrent rapidement « la bombe Béatrice ». La princesse s'exprima d'un ton calme presque déconcertant. Elle cita non seulement des informations personnelles, mais aussi des documents qu'elle avait personnellement consultés lettres-notes et correspondances privées impliquant des hauts fonctionnaires et plus particulièrement le prince Andrew lui-même. Elle s'exprima avec une assurance qui suggérait qu'elle comprenait le poids de ses paroles et l'inévitabilité de leurs conséquences. Les téléspectateurs comparèrent en cet instant à la légendaire interview de la princesse Diana, dans Panorama en 1995. Tandis que Diana mettait à nu des vérités émotionnelles, Béatrice révélait des secrets structurels et rompait avec les fondements mêmes de la monarchie. Le palais, habitué depuis longtemps à contrôler l'actualité grâce à des communiqués de presse soigneusement rédigés, s'est retrouvé impuissant. Les médias ont relayé les déclarations de Béatrice 24 heures sur 24. Le hashtag Béatrice Bombshell s'est répandu sur toutes les plateformes en quelques minutes. Les téléphones des services de communication de la famille royale ont sonné sans interruption, submergés de journalistes exigeant des réponses. Dans une institution conçue pour fonctionner dans une discrétion taciturne, la situation était tout simplement chaotique. Le roi Charles lui-même était décrit comme sans voix. Selon certaines sources, il aurait annulé des audiences prévues et se serait retiré à Clarence House pour des réunions d'urgence avec ses conseillers. Son dilemme était aussi vieux que la monarchie elle-même. Devait-il protéger sa famille ou la couronne? Pendant des décennies, les membres de la famille royale ont survécu en traçant soigneusement la frontière entre scandale privé et devoir public. Les révélations de Béatrice ont brouillé cette frontière, et le public a réagi immédiatement. Un sondage YouGov réalisé en quelques heures a révélé une baisse de 12% de la confiance dans la transparence de la monarchie. De Londres à New York, les journaux ont publié en première page des titres se demandant si la famille royale avait dissimulé des accords internes depuis le début. Même des commentateurs traditionnellement favorables à la favorable à la couronne ont admis qu'il ne s'agissait pas d'une simple querelle familiale. Il s'agissait d'une crise constitutionnelle née du secret soudainement révélé. Le souvenir de Diana a profondément résonné. Les analystes ont souligné combien la monarchie est encore profondément hantée par son esprit symbole durable, de compassion, d'authenticité et de vulnérabilité. La décision de Béatrice de rendre le pacte public a été perçue par beaucoup comme la continuation du combat de Diana pour la transparence. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages associant le sang-froid de Béatrice au courage de sa défunte tante. Certains l'ont même qualifiée de nouvelle révélatrice de vérité dans une famille souvent accusée de trop se cacher. Le contexte plus large de 2025 rendait la situation encore plus urgente. Partout en Europe, les institutions étaient sous pression. L'OTAN peinait à maintenir son unité tandis que la guerre en Ukraine s'éternisait et que la Russie ne montrait aucun signe de recul. Au Moyen-Orient, Israël et l'Iran échangeaient des menaces qui menaçaient de dégénérer en conflit régional. À Washington, les changements de politique imprévisibles du président Donald Trump maintenaient les alliés sur leur garde. Dans ce contexte d'incertitude mondiale, la crise interne de la monarchie ressemblait moins à des rumeurs qu'à un signe de vulnérabilité au sein de l'une des plus anciennes institutions du monde. La démarche de Béatrice n'était pas sans précédent. Des initiés de la famille royale comparèrent ses actions à la crise de l'abdication d'Édouard VIII en 1936, autre moment où des choix privés eurent des conséquences constitutionnelles. Mais ce qui rendit ces révélations encore plus percutantes, c'est leur timing à l'ère numérique. Contrairement à l'abdication d'Édouard qui se révéla lentement dans les journaux, et à la radio, les paroles de Béatrice furent relayées instantanément à des millions de personnes dans le monde entier. En quelques heures, l'image soigneusement entretenue de la monarchie explosa en temps réel aux yeux du monde entier. Au sein du palais, la discorde grandit.
Certains conseillers pressèrent Charles de prendre immédiatement des mesures disciplinaires contre Béatrice, arguant que le silence ne ferait que l'enhardir. D'autres avertirent que la punir ne ferait qu'empirer les choses et présentèrent de la couronne comme dure et sur la défensive. La maisonnée était paralysée, le manuel traditionnel de gestion de crise. Silence voilé, apparence digne, discours maîtrisé, soudain devenu inutile. L'ironie était difficile à ignorer. Pendant des décennies, Béatrice avait été l'un des membres les moins controversés de la famille royale, éclipsé par ses cousins William et Harry. Désormais, sa voix portait le poids des réformes. Ces révélations étaient présentées non comme des griefs mesquins, mais comme des questions systémiques sur la responsabilité, la transparence et la compatibilité du privilège héréditaire avec les attentes démocratiques du XXIe siècle. Le soir venu, le silence du roi Charles devint symbolique. Il suggérait non pas de la force mais de l'hésitation et alimentait le sentiment que la monarchie n'était pas préparée aux normes modernes d'ouverture. Les commentateurs de la BBC et de Sky News se demandaient si la monarchie traversait sa plus grave crise de légitimité depuis la mort de Diana. Même le New York Times et Le Monde publièrent des éditoriaux se demandant si la monarchie britannique, longtemps admirée pour sa persévérance, n'avait pas enfin atteint un point de rupture. Pourtant, Béatrice elle-même semblait imperturbable face à la tempête qu'elle avait déclenchée. Ses proches disaient qu'elle avait anticipé les réactions négatives et s'était préparée à l'isolement. Mais elle était aussi convaincue que la vérité valait le coup. En citant des documents, des correspondances et sa propre expérience, elle se posait non pas en rebelle, mais en lanceuse d'alerte. Elle soutenait que le silence aurait fait d'elle une complice. La question est désormais simple mais cruciale, si un membre de la famille royale peut révéler la couronne de l'intérieur, que se cache-t-il d'autre derrière les murs du palais? Les révélations de Béatrice pourraient non seulement constituer un chapitre embarrassant, mais aussi marquer le début d'une nouvelle ère où la monarchie sera contrainte de respecter les mêmes normes de transparence que celles exigées par les politiciens, les entreprises et les institutions mondiales. Et ce n'était que le début. L'élément le plus explosif de la révélation de la princesse Béatrice ne résidait pas seulement dans l'idée d'un pacte entre la reine Camilla et le prince Andrew, mais dans la lettre elle-même. Dans les archives privées de son père, Béatrice prétendait avoir trouvé un document scellé portant les insignes de Camilla rédigé plus de 10 ans auparavant. À première vue, il s'agissait d'une correspondance personnelle. Mais après examen par les experts, le ton et le contenu étaient indéniablement transactionnels. Une phrase en particulier a fait frémir les historiens royaux. « Si vos biens restent intacts, je vous garantis que votre dignité ne sera pas mise en gage. » Des analystes juridiques ont rapidement analysé la formulation et suggéré que le terme « bien » était délibérément vague, faisant peut-être référence à des documents ou enregistrements liés à certains des chapitres les plus sombres de la monarchie plutôt qu'à des biens matériels. Les experts constitutionnels ont averti qu'une telle formulation relevait du marchandage et non de la compassion familiale. Elle suggérait que le rôle de Camilla dans la crise d'Andrew n'était pas celui de la loyauté, mais celui du calcul. Ce qui a le plus choqué le public, c'est l'hypothèse selon laquelle Diana, princesse de Galles, aurait pu être impliquée dans cet arrangement. Les historiens ont suggéré que le terme « bien » pourrait être une référence codée à des documents sensibles liés à la vie privée de Diana, lettres, journaux, intimes, voire enregistrements. L'idée que sa mémoire ait pu servir de monnaie d'échange a suffi à susciter l'indignation à travers le pays. Le hashtag #JusticeForDiana a explosé sur les réseaux sociaux, devenant une tendance mondiale en quelques heures. Pour beaucoup, ce fut plus qu'un scandale, une trahison. Diana demeure une figure emblématique de la compassion reconnue pour son action auprès des malades du sida, des victimes de mines antipersonnelles et des communautés vulnérables. Toute suggestion selon laquelle son héritage aurait été manipulé au profit du palais était douloureuse. Les commentateurs ont comparé l'indignation aux semaines qui ont suivi sa mort en 1997, lorsque le deuil public a contraint la reine Elisabeth II à rompre avec la tradition royale et à s'adresser directement à la nation. Pour Camilla, le coup fut dévastateur. Des années de restauration d'images soigneusement orchestrées par des œuvres caritatives, des apparitions publiques et des manœuvres d'apaisement médiatique se sont soudainement effondrées. Les critiques, qui la considéraient depuis longtemps comme une opportuniste, y ont trouvé une nouvelle justification. Même les commentateurs bienveillants ont peiné à la défendre. Un chroniqueur du Guardian a écrit « Camilla a prouvé pendant des décennies qu'on pouvait lui faire confiance. Cette seule lettre, si elle est authentique, détruira tout. » Le service de communication de la monarchie était à bout de souffle. Les stratégies traditionnelles, courts communiqués de presse, apparitions soigneusement orchestrées, étaient impuissantes face à la vague d'indignation en ligne. Des mèmes circulaient aux côtés de captures d'écran de la lettre. Des comparaisons étaient établies entre le ton calculé de Camilla et la chaleur des notes manuscrites de Diana, qui circulaient depuis longtemps dans les biographies et les documentaires. Le contraste était saisissant.
Pendant ce temps, le contexte mondial n'a fait qu'exacerber le drame. Cette même semaine, les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN se réunissaient à Bruxelles pour débattre d'une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, tandis que l'opinion publique européenne devenait de plus en plus sceptique face à des dépenses incessantes. À Washington, l'administration de Donald Trump était confrontée à des interrogations quant à sa nouvelle stratégie conflictuelle envers la Chine en mer de Chine méridionale. Et au Moyen-Orient, les affrontements entre Israël et l'Iran avaient alimenté les craintes d'une guerre régionale. Dans ce contexte, les troubles internes à la monarchie britannique semblaient moins relever d'une affaire privée de famille que d'un nouvel exemple de la lutte des institutions pour la transparence, la responsabilité et la survie. La princesse Béatrice, consciemment ou inconsciemment, a puisé dans ce sentiment plus large. À l'échelle mondiale, la confiance dans les institutions traditionnelles, gouvernements, médias et bien sûr monarchie, est en déclin. En rendant sa lettre publique, elle a rejoint l'exigence mondiale d'honnêteté et de transparence. Des analystes politiques européens ont même soutenu que Béatrice avait accompli ce qu'aucun critique extérieur n'aurait pu accomplir, forcer la monarchie à se confronter aux normes modernes de responsabilité. Le palais ne pouvait pas la congédier purement et simplement. Contrairement aux fuites dans les tabloïds ou aux commentaires extérieurs, les paroles de Béatrice provenaient de la famille elle-même. Elle était à la fois princesse et lanceuse d'alerte, héritière des traditions du silence tout en étant prête à les rompre. Ces révélations étaient importantes précisément parce qu'elles comportaient un risque personnel. Elles remettaient en question non seulement les individus mais aussi le système lui-même. La question se pose désormais, quelle sera l'ampleur des dégâts ? Cette lettre constituait-elle un accord isolé ou n'était-elle que la partie émergée d'un iceberg bien plus vaste ? Les biographes ont émis l'hypothèse qu'Andrew aurait pu conserver plusieurs dossiers contenant des informations sensibles, un levier qu'il pourrait utiliser s'il dépassait les bornes. Si une seule lettre pouvait déclencher une telle fureur que pouvait faire une pile de documents, pour Charles, la situation était déchirante. Défendre Camilla risquait de s'aliéner l'opinion publique et de rouvrir la plaie de l'héritage de Diana. Garder le silence risquait de paraître faible, celui d'un monarque incapable de protéger ni sa femme ni l'institution. Les conseillers appelaient à la prudence, mais plus le palais hésitait, plus il perdait le contrôle sur le récit. Au fond, le scandale ne concerne pas seulement Camilla Andrew ou Béatrice. Il concerne Diana, la femme dont le souvenir, près de 30 ans après sa mort, définit encore le sens moral de la monarchie. Chaque faux pas est mesuré à l'aune de son héritage, chaque secret est mis en balance avec son authenticité. En associant Camilla au nom de Diana Béatrice, a touché une corde sensible au sein de la monarchie. Et la colère ne se limitait pas à la Grande-Bretagne. En Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande, pays où les mouvements républicains gagnent déjà en popularité, les commentateurs ont saisi le scandale comme une preuve que la monarchie n'avait peut-être plus beaucoup de vie à vivre. Si la couronne ne peut respecter ses morts, pourquoi les vivants devraient-ils la respecter ? S'interrogeait un éditorial d'un journal australien. Pour Camilla, la lettre devint non seulement une source personnelle de honte, mais aussi un symbole de vulnérabilité. Pour la monarchie, elle rappela que le passé n'est jamais vraiment enterré et que l'ombre de Diana pouvait à nouveau façonner l'avenir de l'institution. Le drame du palais s'envenima lorsque les détails de ce que les initiés appellent désormais le pacte de minuit émergèrent. Selon les révélations de la princesse Béatrice, l'accord secret entre la reine Camilla et le prince Andrew n'était pas un vague compromis familial, mais un accord mûrement réfléchi conclu à un moment de vulnérabilité. La révélation que cet arrangement avait été conclu alors que le roi Charles était à l'hôpital et incapable d'intervenir ajouta une dimension sinistre. Pour les observateurs aguerris de la politique royale, il s'agissait de l'une des manœuvres les plus audacieuses jamais entreprises dans l'enceinte du palais. À première vue, le pacte semblait simple, Andrew se retirerait de la vie publique et renoncerait à ses titres militaires et à ses protections royales. En échange, Camilla veillerait à ce que son retrait soit présenté comme digne plutôt que honteux. Les fonds du palais couvriraient discrètement les frais de justice liés à son affaire Epstein et les médias le présenteraient comme ayant démissionné volontairement. Mais sous la surface, l'accord comportait une seconde dimension bien plus radicale. Andrew garderait secret certains dossiers sensibles, des documents dont la rumeur disait qu'ils contenaient des informations susceptibles de détruire la réputation soigneusement bâtie de Camilla et de déstabiliser la monarchie elle-même. Pendant des années, Andrew avait été une source de nuisance. Ses liens avec Jeffrey Epstein et le procès de Virginia Giuffre jetaient une ombre sur les Windsor. Pourtant, les révélations de Béatrice suggéraient qu'il était aussi un gardien détenant des documents allant au-delà de ses propres scandales. Les biographes spéculent aujourd'hui que ces dossiers pourraient contenir de la correspondance privée impliquant des membres importants de la famille royale et même des références au patrimoine personnel de Diana. Si cela s'avérait vrai, Andrew avait exploité sa disgrâce pour occuper une position de pouvoir et Camilla avait saisi l'occasion pour se protéger et protéger sa position aux côtés de Charles.
Cet arrangement reflétait la logique de la politique mondiale en 2025. De même que les pays de l'OTAN ont été accusés de conclure des accords précaires pour préserver leur unité face à la guerre dévastatrice menée par la Russie en Ukraine, et de même que Washington, sous Donald Trump, a conclu des accords avec ses alliés en Asie, la monarchie elle-même semblait fonctionner par le biais de négociations discrètes. La loyauté familiale importait moins que la survie politique, et le secret est devenu la monnaie d'échange de la stabilité. Les initiés qualifient désormais ce pacte de pragmatique plutôt qu'aimant. Camilla, habituée depuis longtemps à être présentée comme une étrangère, comprenait l'importance de contrôler les discours. En s'alliant à Andrew, elle a non seulement neutralisé une menace, mais aussi consolidé son influence au sein du palais. Pour Andrew, cet accord représentait le salut, une échappatoire à l'exil total. Ensemble, ils élaborèrent un plan qui servait les deux objectifs, mais au détriment de la transparence et in fine de la confiance du public. Les conditions étaient d'une clarté brutale. Andrew accepta de se fondre dans le décor des conférences de presse soigneusement orchestrées présentant son retrait comme honorable. Les frais de justice furent discrètement couverts par les domaines royaux, le protégeant ainsi d'une ruine financière personnelle. En échange, Andrew protégea des documents qui auraient pu déclencher une tempête de protestations s'ils avaient été rendus publics. Il s'agissait essentiellement d'un échange de pouvoir silencieux, protection contre silence, dignité contre discrétion. Pendant un temps, l'arrangement fonctionna. Andrew se retira des projecteurs et l'image de Camilla en tant que reine consort s'en trouva renforcée. Aux yeux du public, cela ressemblait à une famille tentant à contre-cœur de gérer une crise. En réalité, il s'agissait d'une stratégie soigneusement orchestrée maintenue par le secret. Mais comme l'ont révélé les révélations de Béatrice, le secret a une date de péremption. La révélation de ce pacte a plongé la monarchie en terrain inconnu. Si cela s'avère avéré, cela signifie que des décisions présentées comme des devoirs familiaux étaient en réalité des manœuvres politiques visant à protéger la réputation de la famille royale. Cette révélation porte atteinte à l'un des plus grands atouts de la monarchie, sa prétention à servir le peuple au-delà de ses ambitions personnelles. Elle dépeint plutôt des membres de la famille royale se comportant comme des politiciens impliqués dans un accord secret douteux. Les parallèles avec d'autres institutions sont frappants. De même que les révélations d'accords secrets de lobbying ont choqué les parlements européens et que les fuites d'accords secrets ont ébranlé les alliances internationales, la monarchie est aujourd'hui accusée de jouer le même jeu. La transparence, autrefois considérée comme sans rapport avec le pouvoir héréditaire, est désormais la référence à laquelle le public mesure la légitimité. La réaction du public a été comme prévu féroce. De nombreux Britanniques se sentent trahis et sont convaincus que la monarchie qu'ils sont censés soutenir financièrement agit avec des intentions cachées. À l'international, ces révélations ont alimenté un scepticisme de longue date. Au Canada, des commentateurs ont lié le scandale à la montée du sentiment républicain, tandis qu'en Australie, les dirigeants ont renouvelé leurs appels à un référendum sur la rupture des liens avec la couronne. Si les membres de la famille royale se comportent comme des politiciens, a fait remarquer un présentateur australien, pourquoi bénéficieraient-ils de privilèges dont les politiciens sont privés ? Camilla est une fois de plus au cœur de la tourmente. Pour ses détracteurs, ce pacte prouve qu'elle privilégie la survie au principe. Pour ses défenseurs, il témoigne de sa résilience, du pragmatisme d'une femme qui a enduré des décennies d'hostilité publique et appris à se battre dans l'ombre. Les deux interprétations peuvent être vraies, mais quoi qu'il en soit, cette révélation a mis à mal l'image soigneusement forgée qu'elle a passé des années à cultiver. Ce qui rend ce scandale particulièrement dangereux, c'est son timing. La monarchie est déjà soumise à une pression énorme. La santé de Charles fait l'objet de spéculations. William et Catherine portent la charge de représenter l'avenir de la couronne, et l'éloignement d'Harry continue de diviser l'opinion. La perception d'accords secrets ne fait qu'accroître les doutes quant à l'intégrité de l'institution. Le pacte de minuit visait peut-être à assurer la stabilité, mais il a finalement eu l'effet inverse. En liant Camilla au scandale d'Andrew et à l'héritage de Diana, il a rouvert de vieilles blessures et créé de nouvelles divisions. La révélation de Béatrice a transformé ce qui était autrefois un accord privé en une affaire publique. Et comme le préviennent les initiés du palais, le plus dangereux de l'histoire n'est peut-être pas ce qui a été révélé, mais ce qui reste caché. Si les dossiers d'Andrew contenaient une lettre suffisamment puissante pour ébranler la monarchie, que pourrait-on bien y cacher d'autres ? Des documents encore plus préjudiciables pourraient-ils être divulgués ? La monarchie a survécu aux guerres, aux abdications et aux divorces. Mais à l'ère de l'information instantanée et de la surveillance impitoyable, sa survie pourrait dépendre non pas du secret, mais d'une transparence radicale. Le pacte de minuit était censé dissimuler les scandales. Au lieu de cela, il a mis en lumière des questions qui pourraient hanter la couronne pendant des années. Si les révélations de la princesse Béatrice ont ébranlé le palais de Buckingham, c'est la réaction du prince William qui a provoqué une onde de choc. Pour l'héritier du trône, les révélations selon lesquelles la mémoire de sa mère avait été réduite à un simple argument de négociation étaient plus qu'offensantes, elles étaient impardonnables.
Les initiés décrivent donc sa réaction non pas comme une explosion publique, mais comme quelque chose de bien plus dangereux, une résolution calme et mesurée qui comportait à la fois le poids d'un deuil personnel et celui d'une responsabilité institutionnelle. Guillaume est réputé depuis longtemps pour sa discipline fruit de son entraînement militaire et d'années de préparation à la royauté. Lorsqu'il entendit la lettre de Camilla mentionnant Diana, il ne s'emporta pas impulsivement. Au contraire, il se lança dans la planification. Le personnel du palais se souvint plus tard que son bureau fonctionnait presque comme une cellule de crise. Les dossiers étaient examinés, les conseillers consultés, les projets de loi préparés en toute discrétion. Chaque étape était envisagée, chaque option pesée. Pour ceux qui le connaissaient, c'était un rythme familier, le soldat se préparant au combat, l'héritier prêt à défendre son héritage. Le coup initial fut symbolique mais dévastateur. Dans les 48 heures suivant la confirmation de l'authenticité de la lettre, William exigea de Camilla qu'elle renonce à tout soutien royal en matière de protection de l'enfance, de droits des femmes et de santé mentale. Des enjeux que Diana elle-même avait défendus. Ce n'était pas une coïncidence. Le message était aussi clair que brutal, Camilla devait se voir interdire l'accès aux espaces liés à l'héritage humanitaire de sa mère. L'effet fut immédiat. Le personnel reçut l'ordre de rayer son nom des listes caritatives pendant qu'elle assistait à une cérémonie officielle. À son retour, ses liens avec plusieurs organisations importantes avaient disparu. Pour le public, cette action fut choquante. Pour les initiés, elle était indéniable, William avait tiré un trait et rétabli les causes de Diana comme sacrées. Mais sa campagne ne s'arrêta pas là. Lors de ses discours, lors d'événements caritatifs, William commença à mettre l'accent sur les thèmes de la transparence et de la vérité. Lors d'un rassemblement, il déclara « La vérité ne menace pas la couronne. Le silence si ». Bien qu'il n'ait jamais mentionné Camilla par son nom rare, étaient ceux qui doutaient de la cible de ses paroles. Son attitude publique mesurée contrastait fortement avec le silence de Camilla qui la faisait paraître acculée et sur la défensive. À huis clos, la confrontation s'intensifia. William et Camilla se seraient rencontrés dans une salle privée du palais de Kensington, une rencontre décrite par un courtisan comme « de la glace enchâssée dans l'acier ». Si les détails restent strictement confidentiels, les personnes présentes ont déclaré que William avait clairement indiqué que l'héritage de Diana était non négociable. Pour Camilla, qui avait passé des décennies à transformer son image publique, cette rencontre fut dévastatrice. Pour William, elle fut libératrice, la preuve qu'il pouvait exercer un véritable pouvoir avant même son accession au trône. Les historiens peinèrent à trouver un précédent. Jamais auparavant dans l'histoire royale moderne, un héritier n'avait défié directement une reine consort régnante et remporté une victoire aussi convaincante. L'équilibre des pouvoirs changea du jour au lendemain, le camp de Guillaume gagnant en puissance, et celui de Camilla se réduisant rapidement. Plusieurs de ses plus proches conseillers furent limogés, son influence sur la stratégie du palais s'affaiblit et sa réputation fut entachée. Le moment choisi pour l'offensive de William, c'était « on ne peut plus dramatique ». L'année 2025 était déjà marquée par l'instabilité mondiale. Les alliés de l'OTAN étaient empêtrés dans des débats houleux sur le financement de l'Ukraine-Israël et l'Iran était au bord d'une guerre ouverte. Et la politique du second mandat de Donald Trump perturbait des alliances de longue date en Europe et en Asie. Dans un tel monde, la monarchie ne pouvait se permettre la faiblesse. L'action décisive de Williams, fondée sur l'intégrité et la responsabilité, a rassuré beaucoup sur le fait que l'avenir de la couronne était entre de bonnes mains, même si la réputation de sa belle-mère s'effondrait. L'opinion publique reflétait ce changement. Les sondages de fin septembre montraient que la popularité de Guillaume et Catherine avait atteint des sommets historiques, plus de 75% des Britanniques les considérant comme le meilleur espoir de stabilité pour la monarchie. Camilla, en revanche, chutait à seulement 20%. Les commentateurs estimaient que Guillaume avait accompli un exploit rare, transformé un scandale en une occasion de renforcer sa propre légitimité, tout en isolant un rival. Mais de telles victoires avaient un prix. La maison était divisée, forçant courtisans conseillers et même membres de la famille à déclarer leur loyauté. Pour Charles, la tension était insupportable. Déchiré entre son fils et sa femme, il était confronté précisément au scénario redouté par les monarques, un conflit interne susceptible d'influencer l'opinion publique. Son silence autrefois bouclier apparaissait désormais comme un signe de faiblesse. Ce qui a rendu la campagne de William si puissante, ce n'est pas seulement son engagement envers l'héritage de Diana, mais aussi la façon dont il l'a lié à des thèmes plus larges de la gouvernance moderne. Ces discours ont fait écho aux appels à la transparence entendus dans les démocraties du monde entier, des parlements européens débattant des budgets de l'OTAN, aux militants exigeant des comptes au Moyen-Orient. En liant la survie de la monarchie à l'équité et aux réformes, William s'est positionné non seulement comme un héritier, mais aussi comme un dirigeant à l'écoute des attentes du XXIe siècle. Pour Camilla, les dégâts furent catastrophiques. Elle avait lutté pendant des décennies pour sortir de l'ombre de Diana, mais elle y fut brutalement ramenée.
Ses protecteurs lui furent retirés, son influence diminuée, sa popularité envolée, et son rôle se réduisit désormais à de simples apparitions protocolaires. Aux yeux de beaucoup, elle ressemblait moins à une reine consort qu'à une simple procuration tolérée plutôt qu'adoptée. Mais la conséquence la plus poignante de la vengeance de Guillaume fut peut-être son symbolisme. En récupérant les intérêts de Diana et en écartant Camilla, il repositionna sa mère comme guide moral de la monarchie. Près de 30 ans après sa mort, Diana remodela l'avenir de la couronne, son héritage étant défendu par son fils contre celle qui était autrefois considérée comme sa rivale. La question est désormais de savoir si cette confrontation marque un tournant ou simplement une accalmie avant la prochaine tempête. Camilla est peut-être affaiblie, mais elle n'est pas impuissante. Des sources proches du palais préviennent qu'elle exerce encore une influence grâce à ses alliances personnelles et ses réseaux privés. Et comme l'histoire l'a montré, les membres de la famille royale blessés disparaissent rarement discrètement. Pour l'instant, cependant, la victoire de Guillaume constitue l'un des changements les plus décisifs du pouvoir royal des temps modernes. En défendant la mémoire de Diana, il a non seulement vengé sa mère, mais a aussi donné une nouvelle orientation à la monarchie. L'avenir de la couronne lui appartient peut-être, mais le prix de cet avenir a divisé le palais de Buckingham comme jamais auparavant. Le scandale du palais aurait été un véritable tourbillon de spéculation sans un simple appel téléphonique. Selon des sources proches du dossier, l'appel est arrivé tard dans la nuit, non pas d'un journaliste ou d'un homme politique, mais d'un membre retraité du personnel royal ayant travaillé pour la maison royale pendant des décennies. Cet homme, qui avait observé en silence l'ascension et la chute des figures du palais de Diana à Charles, a décidé de ne plus se taire. Ce qu'il a révélé à la princesse Béatrice allait transformer cette dernière, autrefois membre de la famille royale bienveillante, en la lanceuse d'alerte la plus inattendue de l'histoire moderne. Les connaissances de l'interlocuteur étaient précises, presque chirurgicales. Ils guidèrent Béatrice pas à pas à travers le dédale des archives privées de son père, dossiers, références codées et systèmes de classement que seule une personne connaissant parfaitement le fonctionnement du palais pouvait déchiffrer. L'employé savait exactement où la diriger. Parmi les documents d'Andrew se trouvaient dans des lettres des relevés financiers et des notes scellées qui correspondaient parfaitement aux instructions de l'initié. Chaque dossier découvert par Béatrice renforçait la crédibilité de la conversation, ne laissant aucun doute sur le fait qu'il ne s'agissait pas de l'œuvre d'un ancien employé amer, mais de quelqu'un possédant une connaissance directe et fiable du fonctionnement du palais. Pour Béatrice, l'impact fut à la fois personnel et institutionnel. Elle avait longtemps lutté contre son rôle au sein de la monarchie. Éclipsée par William et Harry et souvent associée au scandale de son père, elle portait le poids de la réputation d'Andrew sans jamais l'avoir choisi elle-même. Ses amis racontent qu'elle était de plus en plus mal à l'aise à l'idée de participer à ces programmes de réhabilitation tiraillés entre sa loyauté envers sa famille et son propre sens de l'intégrité. Cet appel arriva alors que ses doutes atteignaient leur paroxysme. Plutôt que d'ignorer l'information, Béatrice agit avec une détermination discrète. Elle se retira de ses engagements publics, annula ses apparitions et commença discrètement à collaborer avec un cabinet d'avocats londoniens. Ses collègues remarquèrent de son absence mais ignoraient qu'elle fouillait plus profondément que jamais dans les archives du palais. Lorsqu'elle finit par rendre publiques ses révélations, elles portèrent non seulement la valeur probante de la preuve, mais aussi l'authenticité de celle qui avait risqué sa position au sein de la famille pour parler. Les conséquences furent sans précédent. Pendant des siècles, le personnel royal était soumis à un code tacite de discrétion absolue. Briser ce silence était considéré comme une trahison. Pourtant, cet appel d'un initié a redéfini la notion de loyauté envers la couronne. Au lieu de protéger l'institution par le secret, ils ont cru que la véritable loyauté exigeait que la vérité soit révélée. Les historiens ont plus tard décrit cet événement comme une rupture dans la culture royale, la première fois qu'un membre du personnel de longue date a activement promu la transparence au lieu de la réprimer. Les révélations de Béatrice ont également transformé son image du jour au lendemain. Autrefois considérée comme une membre mineure de la famille royale sans grande influence, elle s'est soudainement retrouvée propulsée dans un rôle de réformatrice. Ses actions ont résonné avec une demande mondiale plus large de responsabilité. En 2025, les institutions du monde entier, de l'OTAN aux Nations Unies, étaient sous pression pour faire preuve de transparence face aux crises en Ukraine, au Moyen-Orient et en Asie. La position de Béatrice a été interprétée comme s'inscrivant dans cette vague culturelle plus large. Dans les parlements de Canberra à Ottawa, les commentateurs ont cité son courage comme un exemple de la façon dont même les plus anciennes institutions doivent s'adapter sous peine de s'effondrer. En coulisses, elle n'était pas entièrement seule. La princesse Anne, connue pour son sens pragmatique du devoir, soutenait discrètement Béatrice. Bien qu'Anne ne défia pas ouvertement, Charles, ses encouragements discrets, la protégeant de représailles plus sévères du palais. Dans une maison divisée entre la loyauté envers Camilla et le ressentiment envers le secret, le soutien d'Anne apporta à la jeune princesse la stabilité nécessaire pour poursuivre sa campagne. Les conséquences ne se firent pas attendre.
le Parlement commença à réunir des commissions pour examiner les finances et les parrainages royaux. Les organismes caritatifs, autrefois associés à Camilla, prirent leur distance et certains publièrent même des communiqués remerciant Béatrice d'avoir dénoncé une influence indue. Les sondages montraient que la confiance du public envers Camilla déclinait tandis que la popularité de Béatrice augmentait. Pour la première fois depuis des années, elle n'était plus seulement la fille d'Andrew, mais aussi une personne qui tenait ses propres principes en haute estime. La presse internationale s'est également emparée de l'affaire. En Europe, les journaux ont lié le scandale au débat sur la pertinence de la monarchie dans les démocraties modernes. Aux États-Unis, les médias ont présenté Béatrice comme une lanceuse d'alerte à l'instar des initiés du monde des affaires qui dénoncent les abus au sein d'institutions puissantes. Même au sein du Commonwealth, ces actions ont eu un écho. Les dirigeants australiens ont vu dans cette affaire la preuve que la monarchie était inapte à représenter leur pays au XXIe siècle. Mais ce qui a rendu la transformation de Béatrice la plus remarquable, c'est son refus de reculer après l'éclatement du scandale. Au lieu de céder aux critiques, elle s'est investie pleinement dans son nouveau rôle. Les invitations à intervenir lors de conférences internationales sur la transparence et la gouvernance ont rapidement afflué. À la fin de l'année, elle avait prononcé des discours lors de forums à Genève, Johannesburg et São Paulo, ne se présentant plus comme une figure royale passive, mais comme une voix active dans les discussions mondiales sur la responsabilité. Pour le palais de Buckingham, l'appel à la dénonciation et le courage de Béatrice ont créé un dilemme existentiel. La tradition imposait silence et révérence. Le public exigeait des réformes. En choisissant le camp de l'ouverture, Béatrice a contraint la monarchie à se confronter à des normes auxquelles elle avait longtemps résisté. Ce faisant, elle a ouvert la voie à des réformes qui allaient transformer l'institution elle-même. L'ironie est frappante. Dans une famille où les titres sont souvent synonymes de valeur, c'est Béatrice, sans rôle central, sans couronne, qui est devenu le catalyseur du changement. Sa décision de suivre l'exemple d'un simple appel anonyme a transformé les murmures en preuves, les preuves en réforme et la réforme en survie. La monarchie peut subsister, mais elle ne pourra plus jamais prétendre ne plus être responsable. Et ce changement n'a pas commencé avec un roi ou une reine, mais avec une princesse qui a choisi la vérité plutôt que le silence. À l'automne 2025, les répercussions des révélations de la princesse Béatrice avaient transformé le palais de Buckingham, autrefois bastion de la tradition, en une institution contrainte de s'adapter sous le regard du public. Ce qui avait commencé par une simple interview télévisée et une lettre portant le sceau de la reine Camilla était devenu la plus grande crise de réforme pour la monarchie depuis l'abdication d'Édouard VIII près d'un siècle auparavant. Le Parlement a agi avec une célérité inhabituelle. En quelques semaines, des commissions ont été créées pour examiner les finances royales, les mécénats et les pratiques de gouvernance. Les dépenses autrefois dissimulées sous les vastes catégories de soutien souverain exigeaient désormais des rapports détaillés. Les organisations bénéficiant du mécénat royal étaient soumises à un contrôle plus strict. Pour la première fois, la monarchie était tenue de respecter des normes de transparence comparables à celles des institutions gouvernementales. Pour les historiens, il s'agissait d'un changement profond, une couronne séculaire remodelée par les attentes démocratiques modernes. Au sein du palais, la transformation culturelle fut tout aussi spectaculaire. Des courtisans de longue date, autrefois appréciés pour leur discrétion, commencèrent à prendre leur retraite ou à démissionner mal à l'aise dans ce nouvel environnement ouvert. Une jeune génération de fonctionnaires issus du droit de la conformité et des affaires publiques les remplaça. Ce qui avait été autrefois une cour gouvernée par les murmures et la tradition ressemblait de plus en plus à une institution publique professionnalisée. Pour Camilla, les conséquences furent brutales. Sa réputation déjà fragile s'effondra presque du jour au lendemain. Plusieurs associations caritatives coupèrent court à elle, tandis que d'autres transférèrent discrètement leur soutien à d'autres membres de la famille royale. Les questions les plus douloureuses pour elle furent celles liées à la protection de l'enfance et aux droits des femmes domaines, si étroitement liées à l'héritage de la princesse Diana. Sur l'insistance de Williams, le nom de Camilla fut retiré de la liste, une punition symbolique qui la marginalisa. Les sondages d'opinion en reflétaient les conséquences, sa popularité plongea à des niveaux historiquement bas, parfois même à 10%, tandis que celle de William et Catherine explosa. À l'échelle internationale, l'impact s'est répercuté sur l'ensemble du Commonwealth. En Australie, le Premier ministre Anthony Albanese a réitéré ses appels à un référendum sur la rupture avec la monarchie, citant immédiatement le pacte Camilla-Andrew comme preuve de dysfonctionnement. Au Canada, les débats sur l'indépendance constitutionnelle ont repris. Des pays des Caraïbes comme la Jamaïque et la Barbade, déjà en train de reconsidérer leurs liens avec la couronne, ont invoqué le scandale pour justifier l'accélération de leur transition vers une république. Des analystes du Times ont noté qu'une tempête au palais de Buckingham, à des milliers de kilomètres de là, a alimenté les réformes. Et pourtant, paradoxalement, la couronne ne s'est pas effondrée. Au contraire, elle a trouvé un nouveau terrain d'entente.
La résistance de Béatrice, loin de forcer la monarchie à s'effondrer, l'a forcée à affronter les réalités modernes. Après la mise en œuvre des réformes, la confiance du public, bien qu'ébranlée, a commencé à se stabiliser. Les sondages de fin d'année ont montré que si le soutien à Camilla avait chuté, l'approbation de la monarchie en tant qu'institution avait été restaurée et alimentée par la confiance en Guillaume et Catherine. La transparence, s'est-il avéré, n'était pas l'ennemi de la monarchie mais son salut. Béatrice elle-même est sortie du scandale en héroïne improbable. N'étant plus éclipsée par les controverses de son père, ni reléguée au second plan des événements royaux, elle a pleinement assumé son nouveau rôle de porte-parole de la responsabilité. Les invitations de forums internationaux ont afflué. Elle a pris la parole aux Nations Unies à Genève sur le leadership éthique dans des universités sud-africaines sur la réforme institutionnelle et a participé à des tables rondes sur la gouvernance au Brésil. Pour la première fois, elle a influencé les débats non pas en tant que membre mineur de la famille royale, mais en tant que personnalité respectée à part entière. Sa position a également alimenté le débat sur les changements générationnels au sein de la monarchie. Les commentateurs ont noté que les jeunes membres de la famille royale de William et Catherine à Béatrice elle-même se sentaient plus à l'aise avec l'ouverture d'esprit que leurs aînés. Un analyste de la BBC a observé que le vieux dicton « ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer » a été remplacé par une nouvelle attente expliquée sous peine de perdre sa pertinence. La monarchie, autrefois à l'abri des exigences démocratiques, devait désormais les affronter de front. Pour le roi Charles, cette épreuve fut à la fois une douleur personnelle et une épreuve constitutionnelle. Déchiré entre sa loyauté envers son épouse et son devoir envers la couronne, il hésita d'abord. Mais à mesure que les révélations de Béatrice gagnèrent en popularité et que Guillaume durcit sa position, il finit par céder à des réformes qui affaiblirent la position de Camilla. Son silence durant les premiers jours du scandale devint le symbole des instincts dépassés de la monarchie. Pourtant, son acceptation finale du changement pourrait bien être son héritage le plus durable, une modernisation hésitante mais nécessaire de la couronne. À l'échelle mondiale, le scandale a été présenté comme s'inscrivant dans un schéma plus large. De même que l'OTAN a été contrainte de prouver son unité face à l'agression russe, et de même que la politique étrangère du président Donald Trump a exigé la transparence de ses alliés, la monarchie britannique a été contrainte d'évoluer. Partout, les institutions ont été mises à rude épreuve. Par la guerre, la corruption, le secret, et seules celles qui ont su s'adapter ont survécu. À la fin de l'année, le palais de Buckingham avait été signé, mais il subsistait. L'influence de Camilla avait décliné, Andrew restait dans l'ombre, mais Guillaume, Catherine et maintenant Béatrice maintenaient l'institution en vie. La crise n'avait pas mis fin à la monarchie, elle l'avait au contraire remodelée. La scène la plus marquante eut peut-être lieu lors d'une messe de Noël à Sandringham. William et Catherine, entourés de leurs enfants, marchaient devant avec une assurance sereine. Charles digne mais visiblement plus âgé suivait. Et Béatrice, autrefois en retrait, marchait la tête haute, saluée par la foule, non pas comme la fille d'André, mais comme la princesse qui avait osé parler. La monarchie fut meurtrie, affaiblie à certains égards, mais paradoxalement renforcée. Car pour la première fois dans l'histoire moderne, elle fut contrainte de vivre non pas dans le secret, mais dans la vérité.